aujourd'hui, jeudi 12 mars. 12, 13, qu'importe. Oui, moi ça m'importe complètement en ce moment. Je m'étais acheté un agenda, je m'étais commandé un agenda, tout en commandant d'autres choses de bureau dont j'avais besoin, notamment pour dessiner les patrons de couture, puisque je n'avais plus rien, même plus une règle, enfin plus rien. Et c'est cet agenda qui était en promotion, parce que c'était la fin des agendas. Et puis il était en rupture de stock finalement. Donc on peut l'acheter, mais on peut pas l'avoir. Donc ça m'aurait peut-être quand même un petit peu aidé à tenir le compte des jours, de leur nom et de leur nombre. Mais finalement, qu'importe, en ces temps où beaucoup de gens se détachent non pas du réel, mais de cette réalité consensuelle qu'on nous a obligés à suivre. Bon, on est toujours obligés, mais d'un point de vue spirituel, on est vraiment détaché. Hier, c'était donc mercredi, je comptais me rendre au marché à vélo, et puis il pleuvait. Et comme déjà je m'étais prise assez tard, parce que vu le mauvais temps, je m'étais lancée dans des travaux de l'atelier, notamment un superbe tablier en lin. Et je me suis rendu compte que 220 grammes pour du lin, ce n'est pas 220 grammes pour du coton, c'est un tissu trop léger, trop transparent. Enfin, il n'est pas transparent, mais pour un tablier, ça manque de tenue. Alors qu'avec 220 grammes, 250 grammes sur du coton, on a quelque chose de tout à fait suffisant. Donc voilà, je m'étalonne. Donc c'est un tablier léger, mais il est très beau. Et oui, parce que j'ai reçu mes coupes de lin. J'avais pris quelques mètres de ci, de là, pour faire quelques essais. Et je suis assez contente de moi, même si j'ai l'impression, alors c'était très curieux hier, j'ai l'impression d'être complètement au ralenti. Et ce n'est pas juste ma machine à pédales qui fait, bon, les coutures sont moins rapides qu'avec une machine qui dépote, hein, mais il y a des machines électriques qui sont pas très rapides non plus. Donc c'est pas ça, parce que la couture, c'est pas le plus gros du travail quand on fait notamment un tablier, mais enfin pour tout d'ailleurs. C'est le temps d'épinglage, de repassage éventuel. Là j'ai marqué avec l'ongle, parce que le lin c'est encore mieux que le coton. Pour ça on peut marquer les plis avec l'ongle sans avoir à repasser. Dans le droit fil chaîne, bien sûr, oui. Parce que si on marque les plis, on étire le tissu sur la diagonale, ça le détend. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas la couture le plus lent, c'est l'épinglage, le désépinglage, l'ajustement de toutes les petites pièces. Même si c'est quelque chose de très simple, c'est pareil, l'ajustement demande de l'attention et du temps. Couper les fils, enfin voilà. Et j'avais vraiment l'impression que ça prenait des heures et des heures, que j'étais pas du tout productive. Bon, c'est pas forcément l'idée, je suis pas censée sortir 5 ou 6 tabliers par jour. Si j'étais très organisée et que j'étais bien rodée, certainement je pourrais en faire plus, malgré le faible équipement qui est le mien maintenant. Oui, les ciseaux que j'avais dans mon sac, qui sont une paire de ciseaux Fiskars, mais c'était à mon ami René. Et je pense qu'ils en ont mangé du papier et des choses qui ont un peu abîmé leur lame. Et je n'ai pas avec moi non plus le tout petit outil qui sert à réaffûter les lames des ciseaux Fiskars. Donc voilà, une chose plus une autre. Voilà, j'ai une règle de 30 cm, mais c'est pas assez, il faut aussi un réglé d'1 mètre. Donc tout prend un peu plus de temps même pour tirer une ligne droite. Voilà, c'est plus... C'est pas aussi simple que quand on est bien équipé. La table aussi, puisqu'elle est disjointe et inégale, alors des fois je tombe dans les trous, enfin vous voyez. Mais c'est amusant parce que, je sais pas si je vous l'ai déjà martelé, mais je l'ai dit à d'autres, ma grand-mère cultivatrice qui faisait de la couture pour son argent de poche, enfin plus que pour son argent de poche, pour gagner un peu d'argent pour la famille, parce que je pense qu'elle était encore chez son père à ce moment-là, eh bien elle faisait de la couture et je ne sache pas qu'elle eut un atelier à elle. Donc elle devait faire ça sur la table de la cuisine, qui était certainement pas une table ronde, j'imagine, hein, une grande table carrée. Mais je dis ça parce que sur une table ronde, on peut pas faire de couture, c'est l'enfer. Bah oui, parce que quand vous avez un morceau un tout petit peu plus grand que la table d'un côté ou de l'autre, ou disons qu'on met pas le tissu comme une nappe qui recouvre de tous les côtés, on pose le tissu, et puis un pan, mettons, tombe, et puis il tombe, mais en arrondi, donc les tensions sont pas bonnes, c'est tout en train de glisser, enfin ça, c'est un enfer.
Ah oui, oui, pour travailler, même du papier tâche, du pliage, une table ronde, c'est un enfer pour travailler. Il faut une table rectangulaire, carrée. C'est plus rare les tables carrées, mais ça existe aussi. Donc ma grand-mère, elle faisait ça avec les moyens d'une ménagère. Enfin, d'une ménagère. Elle n'était pas ménagère, elle était paysanne, mais dans la maison, elle était ménagère. Donc il y avait ce qu'il y avait, quoi. Il n'y avait pas tout ce qui constitue un atelier de couture, qui rend la tâche facile, mais quand on fait que de la production du matin au soir. Donc moi, je ne fais pas de la production en couture du matin au soir. Je fais aussi du tricot, je fais aussi des confitures, comme celle qui bouillotte. Non pas sur le poêle, parce que, eh oui, le bois qui m'a été vendu, c'est pas ça. Comme souvent, première livraison excellente. On devrait changer de livreur de bois à chaque livraison, donc faire une grosse livraison, un petit peu coup de poker, et puis pour la saison, puis changer de livreur de bois. Mais on fait vite le tour malgré tout. Ah là là. Donc la confiture bouillotte, je reprends ma phrase plus ou moins là où je l'ai laissée, sur le gaz, la flamme bleue du gaz. Ouais, c'est très joli vu d'ici parce que la cuisinière est marron, d'un marron très foncé ou noir, je sais même plus, non, je trouve que c'est un brun très très foncé. Toutes ces pièces, donc le bleu est vraiment bien visible sur ce fond noir, même d'ici. Alors je l'avais laissée en attente, je ne sais plus depuis combien de temps elle occupe ma casserole. Ah là là, je ne sais plus, mais je n'ose pas vous dire, peut-être même des semaines. Et comme elle était déjà bien entamée, voilà, ça tenait, ça ne moisissait pas. Oui, en fait, je crois même que celle-là, alors je ne sais plus, parce que j'en ai fait une série que j'ai pas assez fait cuire. Je l'ai mise en pot, donc bon, elle ne tourne pas, enfin elle se tient parfaitement, mais elle n'est pas prise. Donc je me dis qu'il faudrait que je la recuise. Mais pour la recuire, il me faut la casserole. Et dans celle-là, je crois que c'était la mouture suivante et elle n'était pas terminée de cuire. Oui, parce que j'aime bien aussi la mettre sur le poêle, mettons la nuit ou quoi, mais eh bien assez souvent le poêle ne tourne pas suffisamment, surtout avec ce bois. Hier, j'ai mis toute la journée à faire démarrer une bûche. Après, ça a brûlé dans la nuit, mais toute la journée, ça a charbonné. C'était très très limite au niveau de la température intérieure. Non, pas la mienne, celle de la pièce. Donc voilà, j'avais laissé en attente avec une assiette dessus, parce que j'ai pas de couvercle non plus. Enfin, j'en ai un, mais j'en avais besoin. Et bon, je vois ce matin que surtout au niveau des nouets où il y avait les nouets de mousseline où il y avait les pépins, eh bien, ce sont les nouets de coton qui ont surtout moisi. Enfin, moisi comme moisi la confiture, vous savez, vous retirez le haut et puis c'est parti. Donc j'ai enlevé ces pastilles bleues. Ah, c'est très très beau, c'est un très très beau bleu. Le bleu de moisissure des agrumes et des confitures en général. Enfin, des confitures, c'est pas toujours bleu, mais des agrumes, c'est d'un bleu vert qui vraiment me ravit complètement. Si vous avez déjà vu un citron moisi avec cette fine poussière bleu vert de gris, ah mais moi c'est une couleur qui me met au ravissement. Donc j'ai enlevé, et puis j'ai rajouté de l'eau, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, pour que ça recuise, parce que je pense que c'était pas encore complètement transformé, et puis je laisse réduire, et ça bouillotte. Ah, les oranges amères, j'adore ça, absolument, la confiture d'orange amère. Oh je la fais à la diable, parce qu'il faut couper vraiment fin, très bien, pour que ce soit comme ci et comme ça. Non, moi c'est comme c'est. Et surtout, un petit truc pour ceux qui en font, j'allais dire ceux et celles, parce que c'est souvent les femmes qui font la confiture. Encore que là, cette recette, sinon la recette, du moins le procédé, je le tiens d'un homme, un Anglais, qui, alors lui, ne transige pas sur la confiture d'orange amère, et quand il l'a fait pour l'année. Puis lui, c'est les toasts avec le thé et orange amère, hein. Un vrai Anglais. Donc lui, ce qu'il fait, c'est que pendant une journée, il met à 24 heures, il me semble, un truc comme ça, il met à tremper les oranges dans l'eau. Donc elles flottent, hein. Et après le premier tour de cuisson, c'est sans sucre et entière. Donc comme elles étaient là, en train de tremper dans l'eau, donc il faut bien sûr des grands récipients. Moi j'ai une casserole de, 2 litres, 3 litres, mais je fais des petites quantités à la fois.
Bah, comme j'avais pas le content de beaucoup à la fois, quand il se vide un bocal de petits pois, de soupe qu'on m'a apporté, tout ça, et ben ça me refait un bocal. Donc je fais 2-3 bocaux à la fois, des fois même des petits bocaux, hein. Ben, si ça paye le coup, parce que réfléchissez, non mais après je vais continuer mon récit sur les oranges amères à cuire, hein, sur la méthode anglaise, mais si vous faites une grande quantité, il faut beaucoup d'énergie pour chauffer et faire bouillir une grande quantité, mettons 10 litres, 12 litres. Et il faut beaucoup d'énergie pour cuire ça. Même si une fois que c'est chaud, mais pour maintenir l'ébullition. Alors que si vous faites 2 litres, ben c'est très vite chaud, ça bout très vite, et ça s'évapore aussi très vite. Donc en fait, vous pouvez avoir comme ça 2-3 pots de confiture quand vous n'en avez plus, pour assez facilement, pour sans beaucoup de dépenses en termes de temps. Bref. Donc, une fois que les oranges ont été trempées 24 heures et cuites un premier bouillon, elles sont molles. Donc, c'est très facile de les couper. Alors, je sais plus trop comment on fait, parce que si on les coupe, il y a plein de jus et d'eau qu'on perd. Donc, je pense qu'il faut avoir, le mieux, c'est d'avoir une grande bassine avec une petite planche à découper dedans. Voilà, comme ça, tout coule. Et puis, c'est là qu'on récupère, du coup, très facilement aussi, les pépins pour les mettre dans un nouet. Ou les faire cuire dans une casserole à côté, sans nouet, et puis après filtrer, et puis récupérer la pectine, et la mettre au cours de la cuisson. Mais là, on coupe, et c'est pas du tout physique. Et pour moi, c'est... avec la tétanie musculaire et l'asphyxie musculaire et peut-être même du sang, hein, donc j'ai des pistes pour ça très intéressantes, mais dès que quelque chose est un tout petit peu, j'ose même pas dire physique, parce que couper des oranges amères c'est quand même pas super physique, mais dès qu'il faut serrer un peu le couteau, tenir dans la main, tout ça, ben au bout de 1 ou 2 minutes, et ben ça commence un peu à me brûler les muscles. Donc moins c'est dur, mieux ça vaut. Et puis de toute façon, c'est plus facile et plus gratifiant. Clac, tac, 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 c'est mou, ça va tout seul. Donc le procédé est le suivant. À chaque fois qu'on récupère une orange depuis la bassine, où elles ont cuit, hein, quand même un peu refroidi, dans le récipient où on va les couper, on coupe en deux, on récupère les pépins, plout, on les met dans le récipient à pépins, et puis on coupe, comme ça, tac, 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 parallèlement au bord de coupe, enfin comme on veut, on coupe des morceaux les plus fins possibles, oui, ou les plus gros possibles, mais si c'est trop gros, ils cuisent mal et ils gardent leur amertume très longtemps. Sachez aussi que la confiture d'orange amère ne se consomme pas immédiatement après cuisson. Elle doit mûrir. Oui, parce que ce qui reste d'amertume dans les capsules de l'écorce, parce que c'est quand même très très long à partir cette amertume, va se diffuser selon la loi d'osmose, du plus concentré vers le moins concentré. Et vous aurez une confiture d'orange amère qui ne sera pas sucrée dans la pulpe et la pectine qui a pris, quoi, et amère au niveau des capsules des écorces. Alors, elle a l'air bonne, et puis quand on mord dedans, puis d'un coup on a un afflux d'amertume. C'est sympa la première bouchée, mais après ça va plus, quoi. Donc la confiture se fait mûrir. Je sais pas, quelques mois. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir du volant de confiture, si on mange, mettons, que ça. Il faut en faire quand même un peu plus, ou un bon peu, pour que les derniers pots soient terminés 3 mois après la cuisson de la nouvelle mouture. De la nouvelle cuisson, bien sûr. La cuisson de la nouvelle cuisson. Oui, parce que mouture, c'est quand on bout. Et par extension, voilà, vous m'avez comprise. Gris est le ciel, comme gris était le ciel hier. Et là, avec la buée qui s'est déposée sur les carreaux, on ne voit plus dehors. C'est un peu blanc, blanc-gris. C'est-à-dire que la couleur des carreaux s'est alignée sur la couleur du ciel. Hier, en plus, il pleuvinait. Et là encore, c'est humide. C'est très, très humide. Dès qu'il n'y a pas un tout petit peu de semblant de ciel bleu, c'est humide. Alors que voilà 3 jours que je ne chauffais plus le matin. C'était bien agréable. Là, ce serait agréable d'être au chaud auprès du poêle, mais le bois ne brûle pas, je vous assure. Depuis que je l'ai mis, il y a 1 heure, les braises rougeoient toujours de leur même façon magnifique, cet orange très lumineux, et la bûche que j'ai posée dessus ne prend pas.
Mais pas du tout. Pourtant, j'ai rouvert tous les tirages. Curieux, hein? Cette braise orange et ces oranges amères sur la flamme bleue du gaz. Des couleurs à la limite de la matière, du gaz qui s'enflamme. Ça n'est pas solide et compact, mais ça reste la matière. Et la lumière des braises, c'est juste la lumière de la chaleur, de l'incandescence. Parce que retirer un morceau de charbon en braise du feu, faites-le tomber par exemple sur le sol et en quelques secondes, il est complètement noir. Donc ce n'est pas la couleur du charbon, c'est la couleur du feu, c'est la couleur de l'incandescence. C'est la couleur de quelque chose qui est à la limite entre les mondes, entre le tangible et le non tangible. La chaleur, c'est un mouvement si on y pense bien. Physiquement, d'un point de vue physique, la chaleur, c'est du mouvement. Des atomes en mouvement, des atomes excités. Oui, pour dire qu'une femme est excitée, on dit qu'elle est chaude. On ne dit pas d'un homme qu'il est chaud. Si, parfois on le dit, un chaud lapin. Ah, t'es un chaud, toi. Chaud du gland, ouais. Moi, j'aimerais bien que mes braises soient un peu plus chaudes, que mon feu ronfle. Comment avais-tu dit, toi? Tu avais dit que ton feu crépite. Ça, c'est une véritable bénédiction, que ton feu crépite. Et bien souvent, mon feu ne crépite pas. Et la quantité de bois sec qui me reste au bûcher semble insuffisante pour faire cramer la quantité de bois, ininflammable. Ouais, du bois ininflammable, du bois non-feu. C'est catégorie 4. Hier déjà, j'avais allumé la lumière à l'intérieur. C'est-à-dire que je l'avais laissée allumée du matin. Oui, parce que quand je disjoncte, je vais au disjoncteur et je laisse la lumière allumée. Ce qui fait que quand je rejoncte le matin, la lumière se rallume, au fond, dans le coin de la pièce. Ouais, il y a très peu de lumière chez moi. Il y a 2 petites lampes. Ce qui fait que c'est insuffisant pour travailler la nuit. Enfin, c'est insuffisant quand on veut voir ce qu'on fait. Après, les mains prennent le relais. Surtout les tricoteuses. Hein. Tricoteuses savent bien ça. Les mains prennent le relais. Des yeux. D'ailleurs, si on ne se fie que aux yeux et qu'on regarde les aiguilles et les mailles, on peut tout à fait planter, mais de façon tout à fait indétectable, l'aiguille entre les fils. Ouais, on peut, au lieu de piquer dans l'interstice de la maille, on peut prendre sans s'en rendre compte un des fils, une des fibres du fil de laine. Mais si on fait confiance à ces sensations, on le sent. Alors des fois, on le sent et on laisse passer. On dit, ça se rattrapera la maille suivante. Pour que ce soit vraiment joli, il vaut mieux éviter, parce que ça fait des tensions inutiles. Et quand on débute, quand on est petite fille, on ne sent pas ces choses-là. On les voit pas, on les sent pas. On fait maille après l'autre, mais les mailles sont moches parce qu'on pique entre les fils. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on peut tricoter sans regarder. Ma mère, comme je le dis souvent, ne regardait pas. Elle faisait du tricot jersey au kilomètre et elle regardait le film. Elle ratait pas de maille. Hein. Elle regardait, je suppose, quand elle commençait à faire ses diminutions, des trucs comme ça. Les aveugles tricotent aussi. Il y avait même dans ce livre extraordinaire, les couleurs visibles et non visibles, de je ne sais plus qui aux éditions du Rocher, un truc qui est épuisé depuis très longtemps, des années 60 peut-être, ou peut-être de 70, je ne sais plus, le cas d'une femme qui aveugle et qui brodait. Elle brodait. Donc des motifs, avec des couleurs différentes. Et pour savoir quelle était la couleur de son écheveau, c'était décrit dans le livre, si je me souviens bien, mais en général vous savez que je me souviens bien, elle prenait l'écheveau et elle le portait à son oreille, derrière son oreille, un peu au niveau de la nuque, elle faisait passer comme ça la couleur et elle savait. Alors voyait-elle, sentait-elle, c'est incroyable, n'est-ce pas ? Il paraît que quand on se concentre vraiment avec ces cartes de divination qui sont en fait des cartes d'entraînement à la télépathie, c'est-à-dire à des capacités sensorielles à la limite de ce qu'on considère comme la matière, la réalité, le parapsychique, enfin bon bref, des capacités peut-être éthériques, subtiles, mais quand même attachées à ce monde, c'est-à-dire pas encore astrales.
parce que c'est très proche. Avec ces cartes, un exercice était proposé peut-être même dans ce livre, je sais plus, de fermer les yeux avec un bandeau, enfin un truc pour pas les ouvrir, pas tricher, bien sûr, pas être tenté, et de passer la main sur ces cartes. Au milieu de la carte, il y a le motif, et il y a le motif en couleur. Donc en passant les mains, comme ça, les doigts sur la couleur, et en s'entraînant, on était censé pouvoir reconnaître la couleur. Alors il y a 4 couleurs, hein. Il y a jaune, rouge, bleu et noir ou vert, je sais plus. Oui, ces fameuses couleurs qu'on a déjà vues, hein, Notre-Dame, Google, etc. Là, je sais plus, ou non. Je sais plus si c'était, je pense que c'était du noir, je suis pas tout à fait sûre. Et vous vous doutez bien que le jaune, le rouge et le bleu n'ont pas la même vibration, déjà en termes de longueur d'onde et en termes de densité. Vous voyez bien que quand vous utilisez des crayons de couleur, si vous voulez écrire un mot, même sur une feuille blanche, si vous voulez que ce soit lisible, essayez avec du jaune. On verra rien. Essayez avec du bleu clair ou du bleu moyen, c'est pas convaincant. Prenez du rouge, ça se verra de loin. On va dire, on prend pas du bleu foncé, du rouge foncé, du jaune foncé, ça n'existe pas. Ce serait un marron, hein, parce que ce serait un jaune désaturé. Donc avec beaucoup de valeur d'ombre. Oui, réfléchissons à ça, hein. Le marron, c'est un jaune ou un orange avec beaucoup de valeur de noir dedans. Donc un jaune sans lumière, un orange sans lumière. Oui, parce qu'un rouge avec du noir dedans, ça donne pas du marron. Mais bon, qu'importe. Et les anthroposophes proposent des expériences avec la couleur. Des expériences où, peut-être je vous raconterai ça une fois, hein, c'était quand même pas inintéressant. Il y a une progression, on fait l'expérience de la couleur, ça peut durer plusieurs séances. Et c'est une couleur à la fois, d'abord le bleu, ensuite le rouge, après le jaune, et après les couleurs secondaires. Et après on mêle les couleurs, mais c'est sans intervention du mental. On doit laisser les choses se faire. C'est une expérience assez fabuleuse. On fait l'expérience de la couleur et de la vibration de la couleur. Et le bleu est une couleur peu dense. C'est la couleur du ciel. Il faut beaucoup de couches d'eau pour constituer du bleu. Dans votre verre, l'eau n'est pas bleue. Mais dans la piscine, même si la piscine a un fond blanc, elle sera bleue. Et dans la baignoire, elle sera bleutée. Oui, le bleu. Le bleu du tablier bleu, le bleu de la flamme du gaz, le bleu du ciel. Le bleu outre-mer peut-être bien, qui est la première couleur par laquelle on commence cette plongée dans la couleur à la méthode anthroposophe. Oui, je l'ai fait parce que c'est thérapeutique. Ah bah à ce moment-là, j'allais pas très fort. Ça a été vraiment édifiant comme expérience. Mais encore une fois, c'est pas une expérience artistique, ni complètement thérapeutique. C'est une expérience en dehors de tout ce qui est connu et qui est très simple, hein, qui est une expérience d'attention à l'instant. Le bleu, tous ces bleus. On pourrait se plonger dans chaque couleur, l'une après l'autre. Pas seulement celle de l'arc-en-ciel, hein, il y a les bruns, les roses, l'or, l'argent, vous voyez, les couleurs métalliques, le cuivre, les ocres. On pourrait faire comme ça une série, une couleur par jour. Ah, il y en a tellement. On pourrait décider comme ça d'une fois pour la suivante quelle sera la prochaine couleur. Par plébiscite. Non pas par vote, vote c'est moche, mais oui, par plébiscite ou plus ou moins comme ça par cooptation, par proposition. On verrait où ça nous emmène. Pas, vous savez, pas une de ces énièmes présentations, exposés, faits de briques et de broc des uns et des autres, ce qu'on est censé dire sur telle chose. Comme il y avait à un moment ces petits cahiers pour les enfants et les ados, quand on faisait un exposé, il y avait des petits cahiers thématiques. Vous savez, avec un truc rouge, là, la maquette autour, c'était plutôt rouge. Et puis, ça comprenait des petites photos sur la couverture. Après, on pouvait découper, se servir des petits articles, en découper certains, les coller. Plus personne fait ça, découper-coller maintenant. C'est directement imprimé depuis l'ordinateur. On perd peu à peu toute
tout contact avec la matière et avec toute compétence manuelle, y compris coller une illustration sur une feuille. Nous, on avait fait des exposés, on avait fait les panneaux avec des dessins, et puis après on collait les dessins sur ces grandes feuilles de canson avec un fond de couleur pour faire joli. Donc il y avait quand même plusieurs compétences qui étaient nécessaires à la chose. Et puis on voyait ceux qui étaient les plus soignés dans le travail manuel, où il y avait du découpage, donc découper proprement, coller proprement, présenter, écrire aussi. Mais c'est pour ça qu'on devient bête. C'est que même ces choses toutes simples de découpage, collage, on parle même pas de la broderie ou de l'ébénisterie là. On ne sait plus les faire, il n'y a plus besoin. On a une imprimante 3D pour faire ça, plus besoin de prendre, je sais pas, la lime, le canif. Ouais, vous me connaissez, je vais encore repartir là-dedans. Oui, je parlais des couleurs parce que le jour est sans couleur. Franchement, ça donne pas envie de sortir. Déjà hier, je suis pas sortie faire mon tour à vélo jusqu'au marché. Un effort soutenable et qui me ferait quand même pas mal du bien alors que je ne sors pas. Ah non, en ce moment, je sors pas. Je suis soit derrière mon écran, mais pas trop en ce moment, soit à ma machine à tricoter ou assise aussi à finir les trucs tricotés. Parce que à la machine à tricoter, en fait, le temps passé à tricoter est moindre que le temps passé à coudre et à finir les ouvrages tricotés. Oui, parce que je fais les finitions pour le col, pour les emmanchures et pour le bas. Par exemple, comme je vous avais montré, un effet dentelle ou même des côtes ou le truc qui fait que ça s'enroule pas, quoi. Et ça, c'est plus long à faire que le tricot lui-même, que le corps du tricot lui-même. C'est marrant, hein. Ceci dit, quand on a tricoté le devant, le dos, éventuellement les manches, et qu'il faut monter tout ça et finir, on a l'impression que ça n'en finit pas. De remonter remailler les mailles du col pour faire un truc soit rouloté comme je fais, soit un col roulé. On a vraiment l'impression que ça n'en finit pas. Rentrer les fils, tout ça. Là, j'ai d'autant plus cette impression. Mais c'est tellement amusant. Ça permet aussi de... Vous savez, je suis toujours un peu en expérimentation. Et puis quand je fais une erreur, je la tourne en quelque chose d'autre. Et je me dis, en fait, c'est pas mal comme ça. C'est même mieux comme ça. Et là, ce que je regarde, c'est ce petit débardeur couleur brume maritime, ça s'appelle, en alpaga, là. Cette couleur qui me met au ravissement, c'est une couleur mêlée, faite de plusieurs couleurs. Et ça fait longtemps que je voulais ce petit débardeur. Et le voilà, il est là. Je vais pas l'essayer parce que j'ai une chemise rose... un peu vieux rose très pâle, et rose et ce bleu, ça va jurer épouvantablement. Donc effectivement, dès qu'on met les couleurs, on peut pas les mettre toutes les unes avec les autres. Il y a un effet physique quand les couleurs jurent. Il y a des gens qui le voient pas, et il y a des gens pour qui c'est insupportable. Mais bon, je l'essayerai. Là voilà, il a séché, et je me dis enfin, et je pense que, tant qu'on n'a pas essayé, on voit pas. Et la façon dont se détend le Jersey Machine, je la connais pas vraiment encore tout à fait, donc c'est un peu spécial. Mais au pire, je pourrais rajouter des rangs en bas, oui, parce que j'ai fait des rangs mousse. Un rang mousse, des côtes mousse. Des côtes mousse, c'est pas comme les côtes. Des côtes mousse, c'est c'est des côtes horizontales. Ça empêche aussi le tricot de s'enrouler sur lui-même. Et alors, ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment, j'ai 2 bains ou 2 séries vraiment différentes de cette laine, qui ne paraissaient pas à l'œil. Et j'ai changé de pelote à peu près aux 2 tiers du dos. Et c'est une autre couleur. C'est un peu plus vert. Et il y a vraiment une démarcation. Bon, moi, ça ne me gêne pas, et c'est dans le dos. Mais c'est vrai que là, si je l'avais vu, j'aurais fait par exemple un rang un peu fantaisie pour vraiment souligner la démarcation, tant qu'à faire, parce qu'elle est très légère. Alors ça fait vraiment erreur. Mais moi, ça ne me dérange pas. Ce serait bien sûr pas vendable. Ou vendable à quelqu'un qui, comme moi, s'en moque. C'est-à-dire quelqu'un qui veut quelque chose qui a été fait main et qui est né de l'instant. Et pas d'une série.
Parce que je m'étais dit ça, faut que je fasse des séries, des trucs qui sont d'une fois sur l'autre, pareil si je montre la photo. Et puis après, je me suis dit, mais non, c'est pas ce que je fais. Déjà, je ne me fournis pas en quantité suffisante de la même fourniture pour pouvoir être sûre. Donc en fait, faut que je continue à faire comme j'ai toujours fait. Pièces uniques. Voilà, il y a ça maintenant dans telle taille, telle couleur et telle spécification. Des fois, il y a un petit truc un peu spécial, comme là, cette couleur. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est pas gênant? Voilà, une chose après l'autre. Alors quand on est comme ça par correspondance, ça complique. Non, ça complique pas vraiment. Mais à chaque fois, il faut repartir sur la pièce unique. C'est quand même beaucoup plus simple quand on est sur le marché. Aujourd'hui, j'ai ça. Voilà. C'est vrai que c'est délicat. Hein. C'est vrai qu'il faut aussi, pour le coup, décrire absolument de la façon la plus précise possible les choses. Par exemple, les dimensions, mais aussi le maillage. Est-ce que c'est une maille tissée serrée ou lâche? Indiquer si c'est plutôt souple ou plutôt rigide, etc. Et puis, j'allais dire, c'est un peu comme ça, quoi. Imaginez que quelqu'un vous offre quelque chose, vous n'avez pas tout décidé. Et puis cette personne a fait ce tricot pour vous, peut-être qu'elle n'a pas tout maîtrisé non plus. Bah, elle a lu sur le modèle, il faut des aiguilles numéro 3. Mais elle, avec les aiguilles numéro 3, c'est un petit peu lâche, plus que sur le modèle, plus que sur la photo. Alors va-t-elle tout recommencer en aiguille numéro 2 et demi, ou est-ce que ce sera comme ça? Ben, en général, ce sera comme ça. Voilà, il faut prendre un peu les choses telles que la vie nous les donne. C'est aussi ça la leçon. Bon, tant qu'il n'y a pas de gros défauts, de choses ou de vices cachés ou je ne sais pas trop quoi, ben voilà, c'est comme ça. Ben quand on achète des choses, oui, par correspondance encore plus, mais c'est pas toujours comme on avait souhaité. C'est pas toujours comme la photo semblait le montrer. Ben la couleur, le toucher, le poids. Des fois on a une bonne surprise et des fois, en général, on a une moins bonne surprise. C'est pour ça que quand on fait nos choix, il faut vraiment se souvenir qu'il y a un élément qui ne nous appartient pas et que nous sommes guidés d'une manière ou d'une autre à faire ces choix. Et plus nous sommes alignés, plus les choix que nous faisons sans même comprendre d'où viennent ces choix sont les bons. Plus les choses se déroulent de façon harmonieuse. Et quand ça n'est pas harmonieux, c'est nous qui sommes harmonieux à la place. Ah mais c'est pas grave, ça m'a donné l'occasion d'une promenade cette panne. Ça m'a donné l'occasion de te connaître. Voilà, des choses comme ça. C'est ça, vivre sa vie du point de vue de l'hémisphère droit, beaucoup plus. De ne pas chercher à contrôler la suite des événements. De ne pas chercher à trop contrôler la matière, mais plutôt de l'accompagner. Comme cette laine ou cette machine. Il y avait, quand j'étais arrivée dans l'Allier, on cherchait des lieux avec mon compagnon où se fournir en trucs bio, tout ça. Et on avait vu le dépliant d'une boulangerie bio. Alors, je pense que maintenant ils sont à la retraite, ça fait longtemps qu'ils cherchaient à vendre, qui s'appelle le chemin du pain. Et ils indiquaient dans leur petit dépliant que en fait on ne fait pas le pain, on ne contrôle pas et on ne maîtrise pas les processus vivants du levain, oui parce que c'est du levain bien sûr, mais on les accompagne. Le boulanger n'est pas celui qui fait le pain, c'est celui qui accompagne le travail de fermentation. Et j'avais trouvé ça fantastique. Parce que selon l'hygrométrie et la température et encore et la pression, encore d'autres phénomènes universels, hein, donc du monde créé, on peut ne pas avoir les mêmes résultats. Et donc tout l'art du boulanger ou le vin, c'est d'avoir quelque chose de relativement constant, alors que les processus du vivant sont versatiles. Donc d'accompagner au mieux en tenant compte de ces variations. Mais j'avais trouvé ça très très beau, parce que c'était pas du blabla commercial, c'est des gens qui ont consacré leur vie à ça, c'est vraiment des gens bien. Très, très investis. Donc cette idée d'accompagner les processus du vivant,
y compris et surtout en tant que boulanger biologique, organique. Ben, c'était vraiment beau. Ça m'avait touchée. Je l'avais vraiment perçu comme quelque chose de réel, pas un argument de vente. Il y a des gens qui consacrent toute leur vie, tout leur temps de vie à leur métier, avec cet amour du travail bien fait. C'est respectable. C'est touchant. Cette constance, elle est touchante. Moi qui suis une rigolote, une bricoleuse, une touche à tout. Ça, c'est mon génie aussi. J'aurais jamais pu être une boulangère ou faire un travail qui nécessite une constance du geste au long de l'année, au long des années. Mon génie à moi, c'est de me renouveler dans la pensée comme dans la matière. Et il faut que l'un se nourrisse de l'autre. Et inversement. Parce que c'est ma pensée qui est très nourrie par ma pratique des choses manuelles, artistiques, mais aussi tout à fait utilitaires. Les bons artisans à l'ancienne développent un solide bon sens, une saine façon de penser et de réfléchir aux choses. Ils sont beaucoup plus investis dans leur propre vie que les gens qui fuient. Parce que quand on est un bon artisan de la pierre, du métal, du verre, du bois, on peut pas esquiver le défi constant de la matière. Ou comme ce boulanger, le défi constant des forces de la vie, des forces des ferments vivants. Il faut vraiment s'y confronter. C'est quand on gagne du pognon à vendre du vent qu'on est beaucoup plus en fuite. Quand on est dans les choses virtuelles. Parce que ça va vite, c'est constamment renouvelé. On ne remet pas l'ouvrage sur le métier de la même manière. Pensez-y, chers amis. C'est pour ça que les hommes qui font du travail manuel, du travail physique et surtout du travail manuel. Le travail manuel rend intelligent d'une façon spécifique. Il rend sensible aux choses réelles. Ça peut s'étendre avec bonheur jusqu'aux relations. L'homme est fait pour travailler de ses mains, marcher avec ses jambes, regarder avec ses yeux, penser avec sa tête. Lui et personne d'autre. Quand on lit des livres, ça doit nous inspirer des réflexions personnelles. Quand on apprend une technique, on doit adapter cette technique à notre propre main, à notre propre corps, à notre propre force, à notre propre gestuelle, à notre génie propre. Nous devons, en un sens, adapter le monde à notre façon de le façonner, si j'ose dire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut le contrôler. Non, sans contrôler le flux de vie, le diriger de ses mains habiles. Et ça, c'est de la pratique. C'est comme coudre à la machine, hein, ça paraît tout simple. Ah, j'ai une machine de faire de la couture. Bah, essaye de faire des coutures droites. Fais un double rentré et fais la couture droite toujours à un demi-millimètre du bord. Tu vas voir, c'est pas si simple. Il faut de la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Ce qui est agréable avec la machine à pédales, c'est que c'est le corps qui donne le rythme. Alors les pieds donnent le rythme pendant que les mains guident le tissu. Il y a quelque chose comme ça non pas de la symbiose homme-machine, mais de la prise en main d'un outil avec le rythme du corps. Et ça aussi, c'est touchant. Mais voilà que ces braises qui, toujours rougeoyantes mais s'amenuisantes, n'arrivent plus à réchauffer véritablement la pièce. J'ai soufflé sur le feu pourtant. Je n'ai jamais autant soufflé sur du bois dans un poêle, avec tous les tirages ouverts. Et là, j'ai beau souffler, il va falloir que je remette un petit bout de bois prêt à s'enflammer. Parce que moi, je ne m'enflamme pas du tout. Je me refroidis, je me rétracte. Comme le jour dehors, le jour froid, à travers la vitre pleine de buée. Mais vous savez que quand je prends ce ton et que je reparle des choses comme ça, du vivant et du ciel, et que je me lance dans des images poétiques, c'est que je m'apprête à conclure.
Oui, car bien conclure, c'est important. Clore un moment. Comme disait quelqu'un, il faut savoir clore un rituel. Il faut savoir terminer un repas. Il faut savoir terminer la nuit aussi. Est-ce le brouillard qui m'enroue? Vous ne remarquez pas que, par rapport aux vidéos d'il y a quelques années, ma voix est plus enrouée? Mais la voix de beaucoup de gens qui s'expriment sur Internet est subtilement plus enrouée au fil du temps. Écoutez, écoutez. C'est à peine perceptible, mais c'est là.